Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci d'être parmi nous encore ce matin. Votre Café Presse revient, comme à l'accoutumée, en fin de semaine, pour faire le point sur ce qui vous a marqué et peut-être sur une analyse de la situation politique. Alors, autour de cette table, des fidèles, oui, ça ressemble un petit peu au lendemain d'arrestation de généraux. Non, ça vaut pas parce qu'on a confirmé le contraire la semaine d'après. Hssen. Oui, bonjour. Et Abed Cherif. J'ai dit Saïd Jafar, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, on a du mal à réunir un peu tous les journalistes autour de cette table les jeudis parce que tout le monde va qu'à ses occupations, c'est un petit peu ça, tout le monde est sur le terrain. Mais nous allons quand même revenir sur cette actualité, brièvement faire le tour, un mot, une image, une déclaration qui vous a marqué, rapidement, Saïd. Le décès de Claudine Chollet, avec une remarque de Abed Cherif, l'Algérie a su se tenir. Donc je la retiens. C'était un grand moment où les Algériens étaient fiers d'eux-mêmes. Ça a fait des échos beaucoup plus positifs que les bagarres entre des anciens. Une occasion pour avoir une pensée pour Luc aussi ce matin. Absolument. Enfin, évidemment, ça, c'est un événement qui transcende très largement la semaine du 1er novembre. Moi, je voulais retenir une information qui se précise plus fortement cette nuit et ce matin. L'avion russe qui est tombé dans le Sinaï serait tombé du fait de l'explosion d'une bombe. Et donc, on est en train d'avoir un peu toutes les conséquences du coup d'État de Sisi que nous avons connu en Algérie dans les années 90, avec la montée de toutes sortes d'attentats terroristes. Nous avons eu notre attentat à l'aéroport d'Alger, la prise d'otages, etc. C'est extrêmement préoccupant. Abed. L'événement de la semaine, en fait, c'est un événement qui n'a pas eu lieu. C'est ce que vous vous rappelez, M. Abdelhafid Aourar, le célèbre directeur de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur. Il nous a promis un drone supersonique qui devait décoller le 1er novembre. On l'attend. Enfin, le drone supersonique a démarré le 1er novembre 1954. Ils ne s'en est pas rendu compte, mais en termes d'histoire, il a déjà eu lieu. L'histoire, on va en parler ce matin autour de cette table. On va quand même faire un point sur l'actualité politique. Elle a été aussi marquante cette semaine avec cette sortie du président de la République dans un message le 1er novembre où il nous annonce qu'il va y avoir une commission indépendante de surveillance des élections. Pourquoi tu ris, Saïd? Alors, ma question, c'est à toi que je vais la poser. Dixit, Saïd Jafar. Le président serait-il en train de nous faire la démocratie dans le dos? sans nous demander notre avis. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de nous demander notre avis. Donc, une démocratie octroyée, ça ressemble aussi bien au socialisme octroyé que tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça que il y a un tel scepticisme dans ce type d'annonce, parce que si on appliquait déjà la Constitution actuelle, on serait déjà dans une démocratie relative. Donc ce n'est pas une affaire de Constitution, on est toujours dans la discussion des préalables, la renégociation d'un contrat social sérieux entre le pouvoir, la société, et c'est ça qui n'est pas posé. On nous fait une autre constitution, c'est pas... Pour moi, ça ne va rien changer. C'est la revendication première de l'opposition. Alors, je pose quand même les questions. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une fraude? Ou est-ce que c'est réellement une avancée remarquable? Cela, à mon avis, on le saura un peu plus tard. Il faut juste noter que cette histoire de la Constitution contribue à entretenir l'idée que le président Bouteflika pourrait faire une sortie par le haut. C'est une idée qui n'a jamais complètement quitté la scène. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... ton esprit, d'ailleurs. Non, c'est-à-dire, ça me parvient, en tant que journaliste, il y a des gens qui me disent, voilà ce que Bouteflika est en train de préparer. À un moment donné, au moment du départ du général Toufir, c'est revenu en force. C'est-à-dire, le président Bouteflika est en train de rendre
civile l'État algérien et il prépare aussi avec la Constitution une sortie par le haut, c'est-à-dire le rétablissement de pouvoirs forts à l'Assemblée nationale, le rétablissement d'une fonction de chef de l'exécutif au chef du gouvernement, le retour à la limitation des mandats et que sais-je encore. Et donc, on s'était posé souvent avec notamment Abed Sharif l'idée de à quoi correspond cette tendance à laisser traîner dans la durée l'adoption de cette assemblée, de cette nouvelle constitution. Bon, on peut aujourd'hui dire avec le recul que ça sert à entretenir cette possibilité d'un lendemain meilleur, au moins sur le plan institutionnel, au moins sur le plan légal, etc., des garanties et tout, que le pôle présidentiel peut nous vendre pour nous dire demain, voilà. Ce serait la justification du quatrième mandat. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le communiqué du 1er novembre qui sous-tend ou qui accrédite cette possibilité-là? Je vous laisse en débattre. Hein. Moi, je vois juste que tant que la Constitution, tant que le texte n'est pas sorti, on peut toujours, des amis d'ailleurs souvent de ce camp présidentiel, nous dire attendez, vous vous trompez sur Bouteflika, il va partir et ça va changer après lui. Après moi, la démocratie s'assied à Bouteflika. Abed. Non, mais moi je suis surpris que par cette tendance à entretenir ses propres illusions au fil des ans. Le président Bouteflika, si le président Bouteflika avait des convictions démocratiques et une volonté de bâtir des institutions, on l'aurait su durant le premier mandat, durant le deuxième mandat, durant le troisième mandat, on l'aurait su il y a très très longtemps. Donc là, on est purement dans des illusions. Ce qui se passe n'a rien à voir avec ça. Une sortie par le haut du président Bouteflika pouvait se concevoir à la fin de son deuxième mandat. Elle avait du sens. Il pouvait dire « j'ai forcé la chose pour arriver au pouvoir, mais c'était pour ramener la paix. Et là, je fais mes deux mandats et je m'en vais. » Ça pouvait avoir un sens. En faisant le troisième mandat, c'est fini. C'est fini. C'est un homme qui aime le pouvoir, qui veut rester au pouvoir jusqu'à la fin, point barre. Tout le reste, c'est des illusions. Et ce qu'il propose aujourd'hui n'a aucun sens. D'autant plus qu'on va encore en parler, il faut savoir ce qu'on fait de la Constitution en Algérie. Donc, je n'ai pas envie d'en parler maintenant, mais c'est absurde de dire... On peut peut-être en dire un mot sur ce qu'il propose. Moi, j'ai un peu perdu le fil. Ben, on peut rappeler, il n'y a rien de précis, pas d'avancée supplémentaire. Il parle du Parlement. Une commission de surveillance des élections qui serait plus ou moins introduite dans la Constitution, qui serait une commission indépendante. La limitation des mandats, il revient à quelque chose qu'il a balayé. Donc, et puis, donner un peu plus de pouvoir au chef du gouvernement, donc au Parlement. C'est-à-dire, quelle que soit la démarche qu'ils font, l'horizon de la réforme, c'est de revenir de plus ou moins à la Constitution de février 89, qui a d'ailleurs été insultée constamment par les gens du régime, de manière constante, répétée, etc., en disant que c'était la folie, etc. Mais bon... On est là au plan des textes. Sur le fond, on sait que ce n'est pas jamais en Algérie, c'est une affaire de texte. Pour une raison qui est très simple. Ces 3 points, il ne peut pas les accomplir pour une raison qui est très simple. S'il le fait, il va nous prouver que tout son pouvoir a été inutile. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était détricoter ces éléments. Il a tué le Parlement. Il a supprimé la limitation des mandats et il ne s'est jamais adressé à la PN. Ça peut commencer à prendre un sens. Ça peut au contraire commencer à prendre un sens. Mais alors, donc, s'il le fait, il va nous dire « je me suis trompé de bout en bout » et ça, il ne peut pas le faire. Il rentrerait dans l'histoire, mais un engagement comme celui-là, c'est pas un engagement à l'opposition seulement, c'est un engagement vis-à-vis d'une question cruciale qui est celle de la démocratie et de l'ouverture. Est-ce que Madame Ben Ali, vous parlez de qui et de quel pays? Vous parlez d'un homme. Mais c'est facile de réduire une réponse à non, c'est pas possible. Vous parlez d'un homme qui est resté par le biais du 4e mandat. Le 4e mandat abroge toute
tout sens éthique, moral, tout sens de la responsabilité politique. Oui, il l'abolit. On est d'accord, Voilà. parce qu'on est capable d'avoir une perspective d'avenir, si ce n'est cet engagement Si tu veux, aujourd'hui qui paraît quand même important par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là. De retour, plus ou moins, à la configuration de la Constitution de février 80, ils l'avoueront jamais. Qu'on revient peut-être à ça, mais au plan formel, cette volonté de retourner à ça reste purement théorique, parce que c'est un processus politique que tu dois engager avec les forces de l'opposition de manière sérieuse. Tu dois accepter l'idée que si tu veux revenir, parce que c'est une vraie transition, ils veulent pas utiliser le mot transition, mais si tu veux réellement basculer dans un autre système, comme le propose, c'est accepter l'idée d'une transition où toutes les forces de l'opposition soient partie prenante et que ça se négocie. Ce n'est pas comme ça, on décide par le haut et on règle le problème. Ça ne change rien à la réalité des choses. Alors, sur la question de la Constitution et des détails, parce que le texte, finalement, il y a plein de choses qui nous échappent et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais sur cet engagement de mettre en place une commission indépendante qui était qui semble aujourd'hui comme une garantie pour l'opposition et pour la nation tout entière. Pourquoi est-ce qu'il serait allé jusque-là ? C'est la grande question. Oui, alors, par contre, il y a la dégradation de la situation économique. Il y a des journées, des jours et un avenir qui paraît plus précaire pour le pouvoir, qui fait qu'aujourd'hui, et je pense que ça procède de l'économie générale de cette Constitution. Aujourd'hui, on se donne les moyens de faire face. Si demain ça va mal, et ça ira mal, on aura les mécanismes en place pour dire voilà, on peut aller vers une transition, on a une opposition qui est organisée, et on peut passer à des élections avec un dispositif constitutionnel qui permet de les contrôler de manière indépendante, etc. La différence, c'est qu'évidemment, on ne va pas le faire sous Bouteflika. C'est toute la différence. C'est-à-dire que, en fait, tout cet agenda est un agenda qui est fait pour une situation où Bouteflika ne sera pas là. Où Bouteflika ne sera pas là. Il faut juste comprendre des choses comme ça. Bouteflika prépare une constitution pour après lui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas essayé de la faire adopter rapidement, parce qu'il aurait peut-être été obligé de l'appliquer s'il l'avait fait adopter déjà. Mais aujourd'hui, il est en train de jouer avec cette contradiction entre la nécessité de sortir avec un nouveau texte et puis de ne pas sortir trop vite pour ne pas avoir à l'appliquer. Ce nouveau texte, et ça peut procéder aussi, entre guillemets, de la perfidie ultime, de renlever du pouvoir à celui qui va lui succéder. Il n'y aura eu qu'un hyper-président dans l'histoire de l'Algérie, entre guillemets, post-octobre 88, ce sera éternellement Abdelaziz Bouteflika. Ceux qui viendront après devront partager le pouvoir avec l'Assemblée, avec le chef du gouvernement, avec. Ouais. Cette lecture te semble correcte ? Écoute, si on admet cette idée qu'il y a un nouveau pouvoir qui est en train de s'installer progressivement, oui, ça peut se faire, mais moi je l'exclus. Et pourquoi le président Bouteflika a lancé cette idée aujourd'hui, cette idée de commission indépendante, par exemple. Madame Ben Ali, vous êtes très belle, mais je vais vous dire, la séduction en politique, c'est quoi ? Bouteflika utilise cette arme à fond. L'opposition veut quoi ? Parmi ses grandes revendications, c'est une commission indépendante. Il offre cette commission en sachant que ça ne lui coûte absolument rien et que ça ne pète pas à conséquence. Depuis 20 ans, toutes les élections qui ont eu lieu en Algérie ont été gérées par une commission indépendante, dont l'une était présidée par le célèbre Mohamed Bdjaoui. Une sommité internationale, il ne faut pas oublier ça. Une sommité internationale. Moi, je n'ai pas envie de parler de quelqu'un qui est mort, ça me gêne un peu. Qu'est-ce que ça a donné ? Toutes les commissions avalisent le système de trucage massif qui est en place. Donc, une commission de plus dans la Constitution, elle va faire quoi ? Absolument rien. Il va nommer Bdjaoui à la tête de la commission, et puis c'est tout. Le problème est réglé. C'est une position qui est partagée. C'est une position qui est partagée par des partis, certains partis islamistes notamment. Elle est plus dure. Ça prouve en réaction à cette. Que l'opposition était très inconsistante sur ce point.
l'opposition s'est fait avoir sur ce point. Pas toutes. Les islamistes pensent exactement comme toi. Je pense notamment à Al-Jabla qui a fait une sortie et qui n'y croit absolument pas, qui dit c'est exactement cette même commission qui est déjà en place et se dit que si il est réellement question de surveillance des élections, il pose la question ou est-ce que c'est l'organisation de ces élections qui est en jeu aujourd'hui. Et il parle du fichier électoral, il dit d'abord c'est par là qu'il faut commencer. Alors, comme j'ai introduit, je ne suis pas le seul, mais j'ai introduit un petit peu cette problématique de la possibilité d'un avenir meilleur sur le plan politique avec une constitution qui rétablit certains espaces démocratiques, etc. Il faut peut-être ajouter aussi que dans sa démarche, le président Bouteflika peut aussi placer des mines. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il va placer, mais d'ailleurs, il serait plus enclin à le faire, comme la limitation d'âge pour les futurs candidats à la présidence. On en a encore reparlé. Il y a une référence au rajeunissement, la constitution qui encourage la jeunesse. Tu penses que ça fera partie de la C'est une vraie question, mais il y en a qui disent qu'ils détesteraient tellement Ali Benflis que c'est peut-être le point de la Constitution auquel ils tiendraient le plus. Limiter l'âge des candidats à la présidence pour éliminer définitivement Ali Benflis, puisqu'il ne sera plus là pour le faire perdre. Ou peut-être, c'est diabolique, c'est une entreprise diabolique. Pour ceux qui le connaissent, c'est tout Abdelaziz Bouteflika. C'est pour ça que toutes ces analyses sont gênantes si on ne se place pas dans la perspective du président Bouteflika. Aujourd'hui, il pense quoi, il en est où et quelles sont ses préoccupations. Je me demande si son vœu le plus secret, c'est de ne pas terminer son mandat, c'est-à-dire partir avant, définitivement, pour la postérité, pour avoir... Là, c'est en contradiction avec 2 années de CPP de Abd Sharif. Non, partir définitivement, il faut comprendre ce que je dis, avoir des funérailles nationales type Boumediene, c'est son rêve c'est son plus grand rêve. Et donc, lui, il est dans cette trajectoire-là. Ce qu'il fait comme proposition d'amendement de la Constitution, comme décision politique économique, tout converge vers ça. Ce qu'il veut, c'est ça. Et donc, si donner à l'Algérie un système démocratique peut l'amener à ça, il le fera. Mais à mon avis, là, il hésitera quand même. Je ne peux pas ne pas vous signaler que Louisa Hannoun doute que Bouteflika sache ce qui elle ne dit pas qu'il n'a pas la capacité parce qu'elle ne veut pas se contredire. Elle l'avait toujours dit qu'il est. Mais là, elle dit que le président n'est pas suffisamment informé de tout ce qui se passe et donc il est dans une sorte de cocon entouré par des proches qui, eux, ont des stratégies pour après Bouteflika et que lui n'a pas. Voilà. Ce verrou, j'allais dire, dont tu parlais à l'instant par rapport à Ali Benflis à l'âge, ça pourrait tenir éventuellement. Oui, ou peut-être. Parce que il dit toujours qu'il n'est pas candidat. Voilà. Mais il paraît qu'il a beaucoup moins de 70 ans. C'est classé. Ça pourrait être aussi... parce qu'il a vécu sa dégradation de la santé aussi, et voilà, ce qui lui arrive, il voudrait pas que ça arrive après lui. Ça pourrait rejoindre un petit peu ton idée que la démocratie c'est après lui et que tout ce qui se fait c'est en préparation. Moi je ne crois pas qu'il mettra ce verrou-là. Moi je pense pas qu'il le mettra parce que ça élimine aussi des solutions internes au pouvoir. Ça élimine Ahmedou Yahya, ça élimine Sellal, ça va éliminer beaucoup de. Ça élimine Gaïd Salah. Ça élimine Gaïd Salah, c'est bien de le rappeler. Donc ça rend beaucoup compliqué là. En fait, il y a aussi le système a d'autres manières d'éliminer que de faire un truc aussi formel, fixer un seuil. À mon avis. En général, pour accéder à ce poste, on dit il faut avoir un minimum d'âge. Pas un maximum. Est-ce qu'on serait les premiers? Alors on serait peut-être les premiers à mettre en place un verrou comme celui-ci. On verra bien, on avancera. À mon avis, c'est un détail parce que s'il le fait, il se condamne lui-même. Ou peut-être pas. Il se condamne. Nous sommes en train de souffrir de la maladie du président. L'Algérie souffre de la maladie du président. Ça pourrait être un verrou aussi intéressant. Pour revenir à cette histoire de révision de la Constitution et du piège dans lequel est tombée l'opposition. Donc, il lui a... sur cette histoire-là, c'était, je crois savoir que pour beaucoup de gens, c'était la revendication numéro 1 qui est présentée. Donc, là, ils se sont fait avoir. Celle de la commission indépendante. Oui.
La deuxième chose, c'est que je constate que l'opposition fait une lecture qui est largement erronée de la situation. Le président de Bouteflika joue sur ça, mais lui, il sait, il en tire profit. Le pays ne souffre pas du contenu de la Constitution. Il souffre du fait que le pays vit à côté de la Constitution. Si on devait simplement appliquer la Constitution d'aujourd'hui, le président Bouteflika rentre chez lui dans 10 minutes. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, comment, j'allais dire le génie, on peut prendre ça comme on veut, c'est qu'il nous parle de Constitution. Et nous, on oublie que la Constitution le condamne tout de suite. Mais il ne nous parle plus de la Constitution, il nous parle de la révision. Oui, mais il est déjà chez lui, c'est tout le problème. Non, attendez, ce qu'il dit, c'est très intéressant, parce que ça nous amène à nous dire finalement, et à constater finalement qu'il ne parle plus de révision de la Constitution, mais à partir de maintenant, on va parler de cette révision, de cette commission qu'on va mettre en place. Est-ce que ce n'est pas une manière d'amener l'opposition à aller voter à son projet de la révision de la Constitution ? Quand il y aura une échéance électorale, c'est pas près d'arriver. Si on respecte le calendrier normal, il faut encore 2 ans pour le Parlement et 3 ans pour les présidentielles, et même plus, donc on n'y est pas. Non. La Constitution prévoit un certain nombre de conditions pour être chef d'État, pour exercer ce poste. Le président Bouteflika ne les remplit plus. La Constitution dit expressément, il y a des articles, la Constitution prévoit que le chef de l'État préside aux cérémonies officielles. En fait, il y a un vrai problème dans la perception qu'a le pouvoir du droit. Le droit, il est opposable à la population, mais il n'est pas opposable à lui-même. Le pouvoir s'arrange avec le droit comme il veut. Je me souviens là de Abdelhamid Mahri, il m'avait dit une fois, tu sais, depuis l'assassinat de Abban Ramdan, l'Algérie a un problème de règles. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est déréglé, le rapport aux règles, les choses sur lesquelles on s'est entendu, comment ça fonctionne, etc., ne sont pas respectées. Et c'est un problème qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci pour la transition, Saïd. Je vais vous poser une question par rapport à ce qui s'est dit toute cette semaine autour de cette question-là, donc, et des propos de Dahoul Qabliya sur Abban Ramdan, mais pas seulement sur cette actualité et le Maroc qui parle aujourd'hui d'autonomie de la Kabylie à l'ONU. Je me demande, et je vous interroge là-dessus, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prendre de la distance critique vis-à-vis de ces deux questions, vis-à-vis de ces questions sensibles, comme celle de la révolution, du nationalisme, ou encore de l'unité à mon avis, fort heureusement, on peut le faire. Après la sortie de Dahoul Qabliya, moi j'ai sorti un entretien que j'avais fait avec Aït Ahmed, qui a été publié en 2002 dans le quotidien d'Orange. Je l'ai publié dans le Huffington Post. Et Aït Ahmed explique très bien qu'est-ce que c'était la plateforme de la Soumam. Il décrit la personnalité de Abban Ramdan. On est aux antipodes. C'était quelqu'un qui fait une analyse avec vraiment un sens de l'histoire que les gens qui ramènent ces discussions à ces niveaux bas n'ont pas. Et à mon avis, on a déjà le recul. Nos aînés nous ont déjà, ceux qui ont été dedans, ont déjà fait les bonnes analyses, les bonnes lectures. Et à mon avis, on n'a pas, nous jeunes, à nous rabaisser, à suivre ces chamailleries indécentes. Hein. Moi, je les trouve tout à fait indécentes. Écoute, dans un pays qui avance, une déclaration de Dahoul Qabliya serait passée inaperçue. Mais là, comme le pays régresse, comme il n'y a pas de débat d'idées, on n'avance pas, et donc tout est prétexte pour accentuer les divisions, les guerres inutiles. On n'est pas dans des conflits utiles. On est dans des guerres inutiles. Et donc, à mon avis, c'est la conjoncture qui le veut. Maintenant, ce que dit Dahoul, il faut le situer, ça dépend. C'est comme un pays que pour une fois, d'habitude, vous mettez toujours en doute
la qualité du rapport, du reporting des journalistes. Dans le cadre de Dahoud Qablia, vous en parlez pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce qu'il y a pas eu, parce que moi je fais pas, moi je le dis, hein, moi je fais pas confiance à Nahar sur ces questions-là. Enfin, c'est chaud. Voilà. J'ai mis sur Facebook, voilà, donc j'ai appelé, j'ai vérifié, j'ai revérifié, on m'a donné des versions contradictoires. Au jour d'aujourd'hui, tout à l'heure, en venant en voiture, j'étais avec quelqu'un, j'ai appelé au téléphone quelqu'un qui travaille chez Chorouk. Il m'a dit ce qu'il pense, enfin ce qui s'est passé, selon lui. Donc, je me suis fait une idée. Et alors mon idée, c'est que... Galha. Pourquoi Dahoud a dit ça? Est-ce que c'est un truc personnel? Est-ce qu'il parle au nom d'un groupe? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que cette génération, moi je trouverais ça intéressant si c'était ça, cette génération a envie de crever tous les abcès avant de partir. C'est un peu Mitterrand qui sort l'histoire de Safi Mazarine juste avant de mourir. Il ne veut pas que ça se sache après sa mort. Tu vois. Peut-être que ces gens-là sont en train d'étaler tout le linge sale pour que quand ils partent, tout sera aplani. Je trouverais que c'est bien. Je doute qu'ils aient l'envergure pour le faire. Maintenant, cette histoire-là, si tu veux, c'est 2-3 niveaux. Il y a le niveau historien qui essaye de comprendre sur un plan historique comment ça s'est passé. Là, lui, à ce moment-là, si on l'installe, là, ça peut avoir du sens et on peut en discuter sereinement. Mais si on l'installe dans la guerre des clans, dans un pays qui s'enfonce dans le régionalisme, c'est ingérable. Aujourd'hui, c'est ingérable. En fait, moi, je trouve que c'est encore plus pernicieux en réalité. Vous savez, ce sont nos aînés. Il y a chez certains d'entre eux l'idée que l'idée que les gens instruits, c'est des mous, c'est des... Monsieur Outrablia le dit. Voilà, je le dis à ça. Moi, je n'ai pas voulu lui attribuer, mais bon, il y a une montabilité assez crasse de croire que ceux qui ont de l'instruction sont des mous, incapables de faire la révolution, et Abbar Mdan, qui n'avait rien d'un mou d'ailleurs, c'est ça le paradoxe. On reproche à Abbar Mdan son côté dur, brutal, de dire aux gens que tu es un ariol, il te le dit, mais Abbar Mdan, c'était un homme instruit. C'était un homme instruit et sa vision, qui était dans la plateforme de la Soumam, était tellement en avance que les gens, les machikariens, ne l'aimaient pas. Et ça se transmet. Et Dahoud Qablia est dans cette montabilité. Aujourd'hui même, et même Bouteflika a cette idée, aujourd'hui même, les gens instruits, c'est rien. L'instruction, ça compte pas. Les intolos, ça se compte pas. Et il reproduit ça. Donc, il faut aller liquider Abbar Mdan parce que c'est un instruit. Il nous mène vers des méandres qui ne sont pas celles des gens qui font... Voilà. Et on se rend compte finalement que Abbar Mdan représente la sacralisation de la révolution à travers toutes les réactions qu'on a vues après les propos de Dahoud Qablia. Ça interroge sur cette idée de l'État-nation et de ce nationalisme que l'État s'est approprié. Aujourd'hui, se retourne contre lui finalement. J'en profite pour parler Tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, absolument. Oui. Je suis complètement dans la continuité de ce que tu dis, c'est-à-dire que aujourd'hui, comment on peut relativiser un petit peu ce débat? On peut le relativiser. Il y a évidemment le procès qu'on fait à Abbar Mdan d'être peut-être représentant des intellectuels. Alors, bon, il y avait beaucoup d'intellectuels parmi les activistes de l'OS, Aït Ahmed en est un, qui, de par leur lecture du rapport de force vis-à-vis du colonialisme, considéraient qu'il fallait passer à l'action. Donc, ça ne dépend pas nécessairement de cela. Paradoxalement, Abbar Mdan, le livre de c'est ça que je voulais parler, de Yassine Temlali, La jeunesse de la Kabylie, le montre très bien dans sa deuxième partie, est un des principaux architectes de la consolidation de l'État-nation jacobin, centralisateur. La plateforme de la Soumam, ce qu'elle a de plus puissant, c'est la centralisation et l'édification d'un État centralisé. Absolument nécessaire dans la confrontation avec la France. Absolument nécessaire. Il en est un peu l'incarnation. Et c'est ce concept-là
C'est à travers ce concept-là que lui-même va être combattu plus tard, que l'armée des frontières va s'imposer aussi comme étant un creuset de l'intégration de l'État-nation entre les bataillons, etc. Donc ce sont des concepts produits notamment par Aban, mais pas seulement par lui, par ceux qui ont fait la Soumam, il faut être relatif là-dessus, qui vont servir aussi à construire l'autorité et l'autocratisme algérien après l'indépendance, dont M. Ould Qabliya s'est beaucoup nourri. Y compris en termes de carrière, comme Malgue après, comme ministre de l'Intérieur durant les années Bouteflika, etc. Donc, M. Ould Qabliya doit beaucoup à Ben Ramdan. Le nationalisme libérateur dont tu parles aujourd'hui, il est encore fort. Il est encore très fort. En tous les cas, suffisamment pour tourner en ridicule les Marocains qui vont à l'ONU pour parler, enfin, ou qui utilisent la tribune de l'ONU pour parler de l'indépendance ou de l'autonomie de la Kabylie. Je suis ahuri par la faiblesse de l'analyse du Makhzen sur ces questions-là. Je suis ahuri. C'est-à-dire que je subodorais une incapacité à bien comprendre l'Algérie et à bien comprendre comment elle fonctionne, mais d'en arriver à penser que mettre la question kabyle, entre guillemets, aux Nations Unies peut faire contrepoids au dossier sahraoui, c'est voilà. Enfin, moi, je fais partie des gens qui. En fait, c'est tellement contre-productif. C'est-à-dire aujourd'hui, Ihsan est de ceux qui militent pour l'ouverture de la frontière. Il le dit. Ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental. Et quand un représentant qualifié de l'État marocain vient à l'ONU dire il faut faire l'autodétermination de la Kabylie, ça fait ridicule. En fait, ça fait que renforcer ce qu'on appellerait ici les durs pour maintenir Yaskara en continu, alors que c'est vrai qu'il faut l'ouvrir cette frontière. Ça n'a aucun sens cette frontière, de la laisser fermer. C'est peut-être Ould Qabliya du Maroc qui a dit ça. Oui, non. C'est un jeune. Non, attends. C'est pas Ould Qabliya. C'est un jeune diplomate tout à fait un jeune. Ould Qabliya, c'était un vieux dépassé, mais là, c'est un jeune à qui l'État marocain a dit voilà, il faut faire cette riposte. C'est ridicule. Ou un bureau conseil lobbyiste, parce que ça fonctionne comme ça dans la diplomatie marocaine. Ils ont des bureaux qui les conseillent dans le lobbying. Mais c'est tellement contre-productif, c'est-à-dire quand on veut essayer de faire avancer la relation algéro-marocaine. Alors vous êtes ahuri par la position marocaine, mais par le silence du gouvernement. Algérien, moi j'ai trouvé magnifique le silence du gouvernement algérien, pourvu que ça dure, le gouvernement algérien l'a adopté. Est-ce qu'il peut se défendre? C'est ça la question. Parce que finalement, le problème d'autonomie, c'est l'autonomie que pose aujourd'hui, que le MAC par exemple pose. C'est une lecture, c'est d'abord une autonomie que l'État algérien par rapport au pouvoir, par rapport au régime. Que le pouvoir algérien puisse apporter des réponses à Farhat Menni, etc. Ça fait partie de la cuisine. Mais qu'il ignore totalement ce qu'a dit le représentant marocain, je trouve ça très magnifique. J'espère que ça durera. J'espère qu'il n'y aura pas de réaction. L'État algérien, à mon avis, le pouvoir est très content de cette déclaration parce que c'est quelque chose qui va le servir. Quand on parle des dangers extérieurs, quand on parle de l'instrumentalisation des revendications qui peuvent s'exprimer en Algérie, voilà, ce que vient de faire la diplomatie marocaine, c'est à la limite, Abed devrait dire qu'il y a un complot et ils sont d'accord et c'est fait. À renforcer. Exactement, c'est ce que j'allais évoquer. Le dernier épisode historique, c'est la guerre des sables, c'est 63 tentatives de récupérer Tindouf par les Marocains. Il y avait le début d'une insurrection en Algérie qui s'était localisée accidentellement en Kabylie avec le FFS, et Mohamed El Hadj, qui était le chef de la wilaya 3 historique, a choisi d'aller défendre l'Algérie et d'abandonner sa revendication démocratique avec le FFS. Donc quand le Maroc s'exprime comme ça, en fait, il renforce le syndrome de l'État jacobin centralisé algérien. Maintenant, tu as des théories d'une sorte de symétrie où l'un a besoin de l'autre pour que l'argent soit affecté vers les dépenses militaires de part et d'autre. Mais bon, une sorte de connivence absurde. Bon, une petite pause et on revient tout de suite après. Cette fois, nous parlerons notamment de la Tunisie à tout de suite. Alors, c'est reparti pour votre café presse et cette deuxième partie, nous sommes rejoints par Lotfi Medeni, homme de médias, qui connaît bien la Tunisie et qui va nous parler de la Tunisie. Bonjour, merci de nous rejoindre.
Bonjour. Alors, en Tunisie, il se passe des choses. En ce moment, le premier parti du président Sebsi est au bord de l'implosion. Est-ce que c'est une guerre de succession? Qu'est-ce qui se passe précisément? Bon, il est évident que les conflits, les problèmes qu'il y a à Nida Tounes actuellement ont été posés d'abord par la perspective d'une succession rapide à Al-Béji Raïd Sebsi, d'abord parce qu'il a été élu président de la République et qu'il faut un nouveau président, et surtout parce que, vu son âge, le président Raïd Sebsi, voilà, voilà. Une succession à la tête du parti ou à la tête du pays? Les deux, forcément. Puisque la succession à la tête du parti qui s'est positionné comme le premier parti, ou en tout cas un des premiers partis, comme l'héritier du bourguibisme, comme le parti qui a réussi à fédérer et les bourguibistes, les destouriens, ce qu'on appelle des destouriens, donc adeptes du parti unique, pas forcément combattants de la démocratie, avec des militants de la démocratie, des militants, d'anciens militants qui ont été emprisonnés par Bourguiba, puis par Ben Ali, etc. Effectivement, c'était un sacré challenge. Et le patron de ce parti a forcément de grandes chances de devenir le président de la République. Mais avec peut-être le bémol suivant, c'est que la constitution tunisienne confère au président de la République un rôle qui n'est pas celui que le chef de l'État avait auparavant. C'est un rôle pas symbolique, mais enfin, il partage largement les prérogatives de l'exécutif avec le Premier ministre, enfin le chef du gouvernement d'ailleurs, le chef du gouvernement, dans la réalité de la gestion politique, de la gestion économique, parce que ça c'est important, a le premier rôle, en face du Parlement, du chef du Parlement. Mais nous sommes ainsi faits dans nos pays, dans les pays arabes et dans les pays maghrébins, que la culture du chef, la culture du zaïm continue de dominer. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on est président de la République, Raïs el-Jumhuriya ou le zaïm, il est président de la République. Même si c'est symbolique, c'est lui le plus fort. Et c'est ça un peu le folklore, presque, j'allais dire. Sebsi veut rester à l'écart, en tout cas il tente, il dit qu'il veut rester à l'écart un petit peu de tout ça, mais c'est cette guerre entre le fils Sebsi, le secrétaire général de Nida Tounes, est-ce que ça peut aller jusqu'à une remise en cause du gouvernement, une remise en cause de la politique du gouvernement? Le premier risque, après on va essayer de décrypter un peu les causes des conflits internes à Nida, mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que si Nida Tounes implose, puisque vous le savez, hier, 32 députés du groupe parlementaire de Nida Tounes ont gelé leur adhésion, en tout cas au bloc parlementaire de Nida Tounes. Ça veut dire que Nida Tounes n'est plus majoritaire à l'Assemblée. Donc ça remet en cause les alliances en place pour le gouvernement. Et donc forcément, là, le gouvernement au complet, Slim Riahi, le patron, le chef de l'UPL, donc un des partis de la coalition, donc l'homme d'affaires, a demandé une réunion urgente de la coalition gouvernementale pour discuter de la situation. Donc ça, dans l'immédiat, c'est le premier danger, en tout cas le problème qu'il y aurait à résoudre. S'il y a une scission au sein de Nida Tounes, si elle se confirme en tout cas, c'est de revoir les alliances gouvernementales. Alors, la deuxième conséquence, c'est plus que les alliances gouvernementales, c'est que la crise de Nida Tounes est en train de redonner à Nahda le rôle de premier plan qu'elle avait il n'y a pas encore si longtemps, et en fait qu'elle a toujours dans l'échiquier politique tunisien. Et là aussi, il y a au sein de Nahda des clivages très sérieux, très forts, et c'est ce qui fait d'ailleurs que Nahda, très intelligemment, a décidé de reporter son congrès après les élections communales, enfin les élections locales de 2016, parce pour l'instant, elle n'a pas réglé ces questions. Mais la configuration politique telle qu'elle était permettait de maintenir à l'intérieur de Nahda une sorte de statu quo, éviter que
les opposants à une alliance avec Nida Tounes ne s'activent beaucoup. Le rôle presque de figurante dans le gouvernement qu'elle a permettait à ceux qui étaient pour cette alliance avec Nida de dire, vous voyez, mais finalement, on va pas trop loin. Bon, pour l'instant, c'est un équilibre très, très précaire. Mais si Nida Tounes implose, si Ennahda redevient le premier parti, et si le Parlement lui demande de jouer les premiers rôles, puisque ça deviendra le premier groupe parlementaire, alors il faudra qu'il règle ses problèmes internes. Or, Ennahda n'est pas prêt encore à régler ses problèmes internes. Ranouchi fait de l'équilibrisme, mais pour l'instant, c'est de l'équilibrisme. Mais il n'est pas en position d'être demain le maître à jouer de l'échiquier politique. Avant de vous donner la parole, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le fils Sepsi, parce que c'est par lui qu'est venu. On est au Café Presse, on est des Maghrébins, on peut faire un parallèle avec Saïd Bouteflika pour être concret, précis, pédagogique. Ouais. Je ne pense pas. En fait, deux militants de gauche, d'anciens communistes, d'anciens même perspectivistes. Des déçus de Mansour Marzouki. Des déçus de Mansour Marzouki et des gens de la société civile, notamment les militants des droits de l'homme pour l'essentiel, comme Hassan Marzouk par exemple, qui n'était encarté, lui, dans aucun parti. Alors cette alliance, évidemment, elle a, d'un point de vue symbolique, elle a bien fonctionné. Mais lorsque les élections sont arrivées, qu'il a fallu mobiliser sur le terrain et faire la campagne pour les législatives et pour les présidentielles, il fallait bien mobiliser des réseaux de militants de partout, du sud au nord et de l'est à l'ouest. Qui étaient les réseaux qui étaient capables de mobiliser sur place, qui avaient en tout cas un appareil suffisamment fort? C'est les anciennes bases du RCD, les cellules de base du parti de Ben Ali, qui ont été mises à contribution. Alors, toutes les têtes de l'époque Ben Ali ont disparu, mais les réseaux de base sont restés. Alors, qu'est-ce qu'il fallait également pour faire une campagne? Il fallait de l'argent. On a sollicité des hommes d'affaires. Et un certain nombre d'hommes d'affaires qui n'avaient rien à voir avec la politique auparavant se sont engouffrés dans la brèche. Et on dit, pourquoi pas, ne voulant pas de Ennahda, ayant peur un petit peu de Ennahda et des règlements de compte, enfin de Ennahda, du CPR et tout, sont allés volontiers soutenir Nida Tounes. Avec toujours, évidemment, l'onction du chef, donc de l'BJ, en qui on avait confiance, etc. Bon. La gauche du parti, si elle avait une légitimité militante, combattante, etc., si elle avait, avec les destouriens de gauche comme Mohamed Nasser, le président du Parlement, une légitimité historique de bourguibiste honnête, plutôt de gauche, social-démocrate, etc., tous ces gens-là, eux, n'avaient pas de vrai réseau, n'ont pas de vrai réseau de militants de base puissante, hormis peut-être dans la capitale, un peu dans les médias, voilà. Donc, après les élections, lorsqu'il y a eu la victoire, évidemment, les partisans, tous les réseaux militants anciens RCD, des bourguibistes un peu, d'entre guillemets, de droite, c'est-à-dire pour un parti fort, et les hommes d'affaires, ont dit, maintenant, on veut notre part. Dans le parti, c'est nous qui avons mené le parti à la victoire, et c'est pour ça qu'ils ont contesté le comité constitutif, puis le bureau exécutif, et puis le bureau politique qui en est sorti. Et le rôle du fils dans tout ça. Et le rôle du fils dans tout ça. Lui, il parlait de tout ça. Moi, je faisais systématiquement le parallèle avec l'Algérie. C'est comme s'il disait Saïdani, Ali Haddad, etc. Tu mets des noms, lui dit homme d'affaires, tu dis Saïdani. Ancien RCD, tu mets Haddad. Ancien, tu mets Saïdani, etc. Et tu as un schéma qui est, sur un plan sociopolitique, qui est très très similaire à celui de l'Algérie. Ouais. Sauf quand tu On cherche des noms sur les cases, la gauche de ce conglomérat. Le fils. Parce que c'est une intrigue quand même. Ouais. C'est très simple, c'est pas une intrigue. Le fils était inconnu avant que son père arrive. Il n'a jamais fait de politique. Même sur un plan personnel, des 4 enfants de l'Béji Qaïd Sepsi, c'est celui qui a la carrière la plus
Mais il n'a même pas de carrière. Enfin bon, il n'est pas brillant, disons. Voilà, ça n'a jamais été un homme brillant. Il est venu. Ceux-là qui font la politique. Oui, absolument. Bon, il a effectivement suivi son père dans le scam normal. Hein, je veux dire, bon, après tout. Mais enfin, les gens intelligents, comme les anciens militants du RCD, des hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, c'est comme ici, la flagornerie et tout. On veut. Comment je sais pas, je n'ose pas le dire en arabe. Mais enfin, on veut porter au nu le chef, Beji Qaïd Sebsi, en passant par son fils, en disant, parce que Beji n'aime pas ça, et puis Beji ne se positionne pas comme ça, ils le savent. Par contre, le fils, il est malléable à souhait. Ah, merci. Il n'a aucune conviction idéologique, il n'a pas de vraie vision, il n'a pas de vrai programme, enfin, il n'a pas de personnalité forte, mais il est le fils du chef. Et chez nous, ça fonctionne très très bien. Oui. Donc, on l'a poussé. En fait, lui, au départ, semble-t-il, il n'avait pas du tout envie de jouer ce rôle. Et puis on est venu, on l'a poussé, on l'a mis, on lui a évidemment fait... Alors, dernière question, pour terminer cet entretien. Est-ce qu'il y a un général Ben Hadid à la retraite en Tunisie pour dénoncer la succession patrimoniale? Et qu'est-ce qu'il risque s'il en parle? Non, ce qui était dans la différence de l'Algérie, évidemment, bon, en Tunisie, au moins, ces conflits, etc., sont sur la place publique, il n'y a pas de tentation de couvrir. C'est une démocratie. Ça fonctionne comme une démocratie. Simplement, ce qui est... Alors c'est là où on voit... Si on voit la partie, le clan, entre guillemets, dit de gauche, c'est-à-dire les démocrates, les gens modernistes, démocrates, etc., et l'autre ligne de clivage, c'était l'alliance avec Nahda. Le clan de Hafez Qaïd Sebsi, c'est-à-dire homme d'affaires, eux sont pour une alliance stratégique avec Nahda. Alors que les autres, le clan de gauche, ils sont contre une alliance stratégique avec Nahda. Ils sont d'accord pour faire... C'est les éradicateurs de Tunisie? C'est même pas des éradicateurs, au sens ils sont d'accord pour faire de la cogestion, parce que mais pas plus. Mais pas plus. Par exemple, juste un petit exemple, il s'est créé il y a 2 mois une association, un mouvement qui s'appelle le Harakat al-Dousturiyin, le mouvement des Destouriens. En fait, c'est avec Nabil Karoui, le patron de Nesma, qui lui voulait une place à la direction du parti de Nida, qu'il n'a jamais eu, parce qu'en réalité, il n'est pas un vrai fondateur de Nida, c'est faux, mais élu avec d'autres hommes d'affaires, notamment avec Raouf Hamessi, qui est un gars du RCD qui était en Allemagne, qui était le représentant du RCD en Allemagne, dans l'émigration, très riche. Ils ont fondé ce petit groupe en disant on n'est pas un parti, on est une association. Ce que l'on veut, c'est réconcilier l'esprit bourguibien. Enfin, ce qu'on veut, nous sommes des vrais Destouriens, nous voulons réconcilier Bourguiba avec Thalbi, le fondateur du parti Destourien en 1920. Thalbi qui était plutôt côté, on dirait chez nous, ulama, etc. Est-ce que... Ouais, pardon, je voulais... On veut parler, nous aussi? Oui, non, juste une chose, juste une question, et elle vous est adressée aussi. On a l'impression à l'entendre parler, je me demande si la Tunisie n'a pas vécu une démocratie à l'envers. Voilà, c'est un petit peu ça la question. Est-ce que c'est pas ce débat qui aurait dû s'instaurer avant que Sebsi ne soit élu? Il y avait une urgence. À la tête de la Tunisie. Si je peux dire un mot pour faire une transition. Ouais. Le gouvernement Nahda n'a jamais été accepté par l'establishment. Ça, il faut bien le comprendre. En Égypte, ça s'est plié très vite grâce à l'armée, et très mal d'ailleurs, parce que l'Égypte est aujourd'hui dans l'impasse la plus absolue. En Tunisie, ça n'a pas pu se faire comme ça parce qu'il n'y a pas l'armée, mais parce qu'aussi il y avait Nahda qui, à mon avis, était un parti islamiste intelligent et qu'il a bien compris qu'il devait composer. Mais l'establishment ne voulait pas et il s'est appuyé sur ce qui... La société tunisienne ne pouvait pas être satisfaite parce qu'elle ne pouvait pas... Ses revendications ne pouvaient pas être satisfaites dans un contexte de transition avec une crise économique déclarée, etc. Et donc on est revenu à une situation qui ne peut pas être complètement celle d'avant,
qui ne pouvait pas être complètement celle d'avant. Mais pour revenir à cette situation-là, il n'était surtout pas question de mener le débat dont tu parles, de clarifier les positions idéologiques des uns et des autres, etc. Il n'y a eu que des alliances tactiques, que des alliances circonstancielles, électorales, que ça. Oui, il y a ça. Moi, je voulais parler de 2 points. Il y a le poids de l'international en Tunisie. Ce qui se passe en Tunisie, on peut dire que les grandes lignes des solutions adoptées a été verrouillées à l'international. Ça n'a jamais été démontré. États-Unis, France, Tunisie, Algérie. Il ne faut pas oublier que Ghannouchi est venu à Alger plusieurs fois. Non, ça compte. Enfin, de mon point de vue, ça compte. Je sais pas ce que tu en penses. La deuxième chose, moi, qui me gêne à l'heure actuelle en Tunisie, c'est que tout ça fonctionne assez bien, sauf qu'il y a un regard qui est tourné vers le passé. Et ça commence. Qui est, dans le monde arabe, à mon avis, le parti le plus apte à intégrer ce jeu. Et ça, j'ai le sentiment que ça manque en Tunisie. Enfin, c'est parce que dans l'urgence, ils se sont unis contre Ennahda et aujourd'hui, cette menace n'existe plus. Les débats ressortent. Alors, je crois, juste pour préciser un peu, répondre à Abed, je crois qu'il y a plus de problème aujourd'hui sur justement l'intégration des islamistes dans le jeu politique. C'est quelque chose qui est réglé, qui est dépassé, y compris dans la société. Vous allez aujourd'hui que ce soit dans la société civile, associations qui fonctionnent, etc., dans les quartiers, etc., le problème ne se pose plus. Et Abed a raison de dire, de se plaindre pourquoi on regarde vers le passé. C'est-à-dire la référence à Bourguiba ou aux autres qui veulent faire l'alliance stratégique islamiste d'Estourien à Thalbi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas effectivement... Mais ça, encore une fois, ça fait partie un peu... En Tunisie, la projection de l'avenir. Au moins, ils sont dans cette tentative. Nous, on est dans la guerre entre Abban et Dahou. On est dans le pire. Moi, par contre, je voulais juste, très vite... Oui. Non, juste pour finir, il dit pourquoi il regarde vers le passé et pas vers l'avenir. Encore une fois, chez nous, j'ai donné tout à l'heure l'exemple le Zahim, le chef de l'État, etc. Aujourd'hui, y compris dans la classe politique, à part les cercles très élitistes pointus, mais y compris le besoin, la nécessité, d'un point de vue symbolique et tout, pour construire un discours, pour asseoir une stratégie, celle du chef est importante. Or, aujourd'hui, aucun chef n'a émergé. Le seul chef qui est émergé, mais qui est propriété privée de Ennahda, c'est le Ghannouchi. Donc, aujourd'hui, on a le Beji, on a 2 chefs. De fait, on a le Beji, qui est symboliquement très forte symbolique, mais c'est une très forte symbolique, mais sur le plan pratique, opérationnel, très faible, sa position est faible. Mais celui qui a une vraie base sociale, c'est Ghannouchi. Et Ghannouchi, non, les bases sociales, ça, mais sur le plan politique, et on a le Ghannouchi. Est-ce que sauf que Ghannouchi, les autres ne le revendiquent pas, aucun, même ses anciens alliés, ni aujourd'hui d'autres partis. C'est pour ça que je dis c'est la propriété privée de Ennahda. C'est toute la difficulté. Construire aujourd'hui des leaders nouveaux. C'est toute la difficulté du plus grand challenge de la révolution tunisienne. Construire un modèle économique basé en priorité sur le Parlement. La constitution tunisienne... Politique, et ça c'est ma déformation de Maghreb émergent, politique basée sur le Parlement. C'est vraiment ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut espérer, voir réussir, un parlementarisme assumé avec un chef qui n'est plus le chef zaïm traditionnel de l'espace politique arabe. C'est une crise qui va passer ? Oui, ça le passera, évidemment. En tout cas, c'est une crise qui n'est pas un théâtre-temple. Les gens sont identifiés. Ce côté clair est quand même remarquable. En fait, ce que je crois, c'est que en réalité, la transition politique n'est pas achevée. C'est pas parce que les élections se sont bien passées que des institutions stables, pérennes, commencent à être mises en place que la transition est finie. La transition n'est pas finie. Tellement pas achevée en Tunisie que le pouvoir de Beji Caïd Sebsi, c'est une espèce de pause
pour dire, écoutez, on n'est pas prêt à aller à la transition, on va passer une période avec Belgique, on va se donner le temps de réfléchir avant d'engager la transition. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, la transition, disons, ça y est. Oui, La transition, en fait, elle dure encore. Et la crise de Nida Tounes, c'est un des éléments, simplement. Les transitions, souvent, c'est jamais un long fleuve tranquille. Voilà, on a vécu cette histoire en Algérie après octobre 88. Nida Tounes, la solution, la vraie, c'est accélérer cette crise pour passer à autre chose. Oui, peut-être. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Lotfi Medani. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à vous de continuer à nous suivre. À jeudi prochain.